Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver une nouvelle fois ici au cœur du Salon international du livre d'Alger qui touche à sa 28e édition. Ce soir, pour préface, je vous propose un voyage au cœur du patrimoine algérien, au cœur du patrimoine musulman algérien avec Abdelrahman Khalifa, qui publie cette année aux éditions ANEP un ouvrage qui porte le nom de Mosquée et sanctuaire d'Algérie. Monsieur Khalifa, bonsoir, merci d'avoir accepté. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous accueillir, c'est un plaisir surtout de voyager avec vous ce soir. Et pour moi. J'espère qu'on va voyager, j'espère surtout qu'on va apprendre et on compte sur vous pour nous apprendre beaucoup sur ce patrimoine. Monsieur Khalifa, le patrimoine musulman algérien a été durant longtemps considéré comme étant un patrimoine mineur de cette richesse que comporte la culture musulmane. Aujourd'hui, votre livre, on a l'impression qu'il remet un peu l'histoire de l'Algérie, l'histoire du patrimoine musulman algérien sur les rails. Avant de revenir sur cette histoire riche, pourquoi les mosquées et les sanctuaires, monsieur Khalifa? Vous savez, parce que dans les villes médiévales, donc de l'époque musulmane, la mosquée était le point central de la ville. C'était un élément de l'urbanité de la ville. Une ville ne pouvait se dire cité que si elle avait une mosquée, des remparts, un marché. Et donc c'est à partir de cela qu'elle était considérée comme une ville à part entière, pas comme, disons, un village ou une bourgade. Donc il y avait dans chaque grande ville d'Algérie une mosquée cathédrale qu'on appelle en arabe Masjid Jama, c'est-à-dire la mosquée où, le mot mosquée vient de sajada, de se prosterner, et le jama vient du fait que la population, se réunit le vendredi et entend le sermon du vendredi. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'une mosquée est appelée Masjid Jama, c'est-à-dire mosquée cathédrale. Et donc, les mosquées cathédrales, nous en avons dans beaucoup de villes d'Algérie, puisque vous prenez Constantine, vous prenez Alger, vous prenez Tlemcen, vous avez donc des mosquées cathédrales. Et par exemple, pour Alger, nous avons la grande mosquée d'Alger qui date de 1096, qui a été construite par les Almoravides. Et il y en a au Maghreb que 3. Et les 3 mosquées almoravides de l'Afrique du Nord sont celle de Nodroma, celle de Tlemcen, 1136, et celle d'Alger, 1096. Et cela fait de la mosquée d'Alger l'une des plus vieilles mosquées de notre pays. Et donc, la mosquée est un élément fédérateur, est un élément où l'on se réunit. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de critères qui font que la mosquée devient un élément central dans la configuration d'une ville. Si nous prenons par exemple Alger, la grande mosquée d'Alger, c'est là où se fait la prière officielle quand il y a la rupture du jeûne, c'est là où se fait la prière officielle quand il y a donc Eid al-Adha, donc le grand Aïd. Donc c'est un élément essentiel de la vie publique. Et même à l'époque coloniale, il fallait attendre que l'imam ou le muezzin, le muezzin, fasse l'appel à la prière pour que dans les 146 mosquées qu'il y avait autour d'Alger,
on entame, si vous voulez, l'appel. L'appel et la rupture du jeûne. Je rappelle aussi, Monsieur Khalifa, que vous êtes historien et archéologue. Comment est-ce que cette discipline, justement, aujourd'hui, je rappelle, parce que votre livre, j'ai eu la chance de le voir, de le consulter avant d'avoir l'honneur de vous recevoir ici ce soir. Dans votre ouvrage, vous revenez sur des centaines de mosquées, mais vous revenez surtout sur la période qui a précédé l'islam en Algérie. Qu'est-ce que cette époque nous indique justement sur la conquête de l'islam et sur l'arrivée de l'islam en Algérie? Alors, vous savez que la première, disons, chevauchée en Afrique du Nord, elle s'est faite en 647 par Abdallah Ben Saad. Et à partir de là, donc à partir de, disons, de la Tunisie, puisque les musulmans ont battu le patrice Grégoire à Sbeitla, en Tunisie, et l'islam s'est répandu sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Et vous savez qu'avant, l'Algérie était chrétienne, puisque l'Algérie a eu aussi la chance d'avoir l'un des plus grands théologiens du christianisme, qui s'appelle Augustin, né à Soukaras, à Tagaste. Donc vous voyez, cette transformation s'est faite et petit à petit, l'islam s'est répandu d'est en ouest et donc il est arrivé jusqu'aux confins donc, de nos frontières avec comme point, disons, de chute Nedroma, ou plutôt Honein, ou disons la grande capitale qui était à l'époque Tlemcen. Et à Tlemcen, nous avons donc des mosquées, un grand nombre de mosquées qui ont montré que cette religion s'était répandue sur l'ensemble de notre pays. Bien sûr, le Sud aussi a été touché et nous avons sur le toit de Gourara de grandes, donc des mosquées, des sanctuaires, des lieux saints qui ont été donc des points de rencontre, des points de ralliement des populations. Voyez. Et l'on sait que par exemple pour le Mawlid al-Nabawi qui est né à Tlemcen avec la dynastie des Zeyanides, le Mawlid au XIIIe siècle, le Mawlid al-Nabawi se célèbre à Timimoun avec le fameux Sboua. Vous voyez, donc cela veut dire que l'islam est sorti de la mosquée, même si la mosquée, avec ses éléments donc principaux, comme le mihrab, donc là où l'imam fait son prêche, le mimbar, là où donc l'imam fait son prêche du vendredi, donc et le minaret qui est aussi un élément constitutif de de cet édifice qui est la mosquée. Donc cela veut dire que la mosquée est un point central dans l'urbanisme de la cité. D'ailleurs, même, vous allez me corriger peut-être, même l'Amir Abdelkader, quand il a construit la Smala, à la tournée autour de la mosquée, et même dans les villages, dans les vestiges qui sont restés, on retrouve la mosquée comme étant au centre de la vie sociale, au centre de la socialisation. Monsieur Khalifa, dans votre ouvrage, vous avez aussi remis ou tenu à définir qu'est-ce qu'une mosquée, qu'est-ce qu'une madrasa, qu'est-ce qu'une zawiya. Vous
avez tenu à redéfinir l'ensemble de ces éléments de langage qu'on a perdu quelque part aujourd'hui ou qui sont rentrés dans une autre définition. Pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'historien et en tant qu'archéologue, vous avez tenu à redonner ces définitions et à donner à chaque lieu au sein de la mosquée à le redéfinir dans son rôle? Est-ce qu'il est important aujourd'hui de redéfinir les choses dans nos sociétés musulmanes? Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas resté simplement ou seulement dans la mosquée. Et à propos, vous avez parlé de l'émir Abdelkader, vous savez que le mimbar de la mosquée de Sidi Boumediene à Tlemcen, le mimbar a été offert par l'émir Abdelkader. Il a été offert à cette mosquée-là parce que le Sidi Boumediene est donc l'ancêtre de Ibn al-Arabi et l'émir Abdelkader était un disciple de Ibn al-Arabi né à Murcie. Et vous savez que avant son transfert à Alger, à Al-Alia, l'émir Abdelkader était enterré à Damas, à côté de Ibn al-Arabi. Il a été exilé par le colonialisme français. C'est vous montrer que cet islam-là est sorti de la mosquée. Il est sorti de la mosquée par la zaouïa. La zaouïa, nous en avons un certain nombre ici en Algérie, et la plus importante est la Qadiriya, donc de Sidi Abdelkader al-Jilani. Et vous savez que l'émir Abdelkader, puisqu'on en parle, l'émir Abdelkader s'est appelé sur le nom de Abdelkader al-Jilani, et son père, Mahyiddin, avait pris le prénom de Ibn al-Arabi. Donc vous voyez que ce n'est pas fortuit. Et donc l'islam a pu tenir, malgré la colonisation, il a pu tenir grâce au fait que la population, dans son ensemble, a adopté l'islam pour en faire un mode de vie. Et il est évident que toutes ces mosquées que nous voyons, que ce soit celle de Constantine qui remonte à l'époque hammadite, que ce soit la mosquée de Tehouda, Tabudéos, qui remonte au premier temps de l'islam, que ce soit celle de Sidi Orba au sud de Biskra. Donc tout cela montre cette évolution de l'islam algérien vers, disons, une connaissance. Et vous savez que quand les colonisateurs sont venus, les colonisateurs français sont venus ici en Algérie, ils étaient surpris de savoir que l'ensemble de la population algérienne savait lire et écrire. Parce que par la suite, la mosquée a été un élément de résistance, mais plus que l'élément de résistance, un élément de savoir pour conserver cette personnalité qui est née, qui est venue à partir du 7e siècle. Et vous savez, malgré le fait que la colonisation a, essayé de... On va revenir dans un petit instant Oui. parce que vous consacrez aussi un bon chapitre dans votre ouvrage à la question, comme vous le dites, ce chapitre s'appelle La question religieuse et la colonisation. On va essayer on va y revenir, c'est très important quand on part du principe que le colon a tenté par tous les moyens d'annihiler la société algérienne. D'ailleurs, même la mosquée n'y a pas échappé et on s'est retrouvé avec une population qui n'était plus lettrée à la sortie du colonialisme si on compare à son arrivée. Monsieur Khlifaf, dans votre ouvrage, quand on feuillette les pages, il y a de magnifiques photos d'ailleurs dans cet ouvrage qui est publié, je rappelle, aux éditions ANEP. On a l'impression que chaque région, que chaque wilaya aujourd'hui de l'Algérie, que ce soit au nord, au sud, au nord-est, à Tlemcen, à Wahran,
dans l'Est, on a l'impression que dans chaque région, il existe des joyaux de ce patrimoine musulman. Excusez ma question, est-ce que c'est vraiment le cas? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur la richesse du patrimoine musulman dans notre pays? Ça veut dire que l'islam s'est adapté à toutes les régions et, vous savez, les mosquées telles qu'on les voit, par exemple, dans le Mzab, ou dans le sud de l'Algérie, avec leurs minarets pointus, n'existent pas dans le nord. C'est-à-dire que chacun a amené une façon de voir l'islam. Par exemple, si je prends le cas du Mzab, les ibadites ont fait de leur mosquée des lieux austères parce que l'ibadisme exigeait que ces mosquées-là soient dépourvues de tout ornement. Et par exemple, la mosquée de Ghardaya, les mosquées de Ghardaya qui ont inspiré le grand architecte Le Corbusier, qui a fait sa cathédrale de Ronchamp sur la base de des mosquées du Mzab, cela veut dire quelque part qu'il y a une adaptation des régions à la sensibilité des populations, soit du sud de l'Algérie, soit même du nord. Vous avez des mosquées dans des petits villages qui sont véritablement, je prends le cas par exemple de celle de Sebdou, près de Tlemcen, qui sont d'une simplicité, disons, à fendre le cœur, vous voyez, et à vous pousser à croire. Parce que, en fait, l'islam au départ, si vous allez dans l'état Sili, le terghi, quand arrive l'heure de la prière, il dessine avec des pierres un lieu sacré, une mosquée, ce qui ressemble à une mosquée, et il fait sa prière. Parce que, disons, l'islam vous permet de faire la prière là où vous vous trouvez. Il n'y a pas de lieu sacré. Très, très bien, M. Khalifa, on arrive presque à la fin du temps imparti. À ce préface, vous avez commencé à en parler justement du colonialisme et de son rapport à la religion et de son rapport à l'islam. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de pourquoi le colonialisme finalement a tenté par tous les moyens d'effacer cette identité musulmane? Et est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit comme, en particulier en Occident, ce qu'on voit comme islamophobie, ce qu'on voit comme haine du musulman, ne rentre pas dans ce système colonial de domination blanche, de domination occidentale sur les populations musulmanes, africaines et même peut-être moyen-orientales? Alors vous savez, il y a eu un abbé qui s'appelait l'abbé Bargès, qui a été à Tlemcen au moment où Tlemcen a été occupé par les Français. Et il a vu les destructions qui ont été faites à cette époque-là par la colonisation. Et il dit que quand les Français ont créé une route en cassant le cimetière des rois de Tlemcen, des Banu Zayyan, il dit que la pelleteuse avait donc découvert les tombes des émirs qui étaient là, et il dit la pelleteuse a enlevé des crânes qui nous regardaient, qui avaient la bouche ouverte et qui semblaient nous dire, en fin de compte, c'est vous les barbares, de nous avoir empêchés de dormir du sommeil éternel. Ça rentre aussi dans le cadre de la déshumanisation. Et vous savez, par exemple, qu'ici à Alger, la mosquée Ketchaoua a été totalement détruite, rasée en 1832 pour en faire une cathédrale qui a été donc inaugurée en 1872.
Vous voyez. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'on avait continué, il y aurait eu cette... On comptait... Mais même si il y a eu cette tentative d'effacer l'identité musulmane, d'effacer l'identité algérienne, c'est propre au colonialisme, on le voit aujourd'hui dans le génocide que subit le peuple palestinien à Gaza. Il y a eu une grande résistance au sein des mosquées. Il y a eu une grande résilience religieuse de la part des populations algériennes. Vous en parlez d'ailleurs vous-même, n'est-ce pas? Oui, mais vous savez, si vous avez parlé tout à l'heure disons de l'actualité. Savez-vous que quand on demande la nationalité française, on vous demande de changer de nom, de prénom. C'est-à-dire que le mot Mohamed ou Hamida ou autre n'est pas accepté. On vous demande de choisir un prénom qui soit dans la mouvance chrétienne. Vous voyez. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire on veut dépersonnaliser, on a voulu dépersonnaliser l'Algérien. Et comment ça? Pas simplement en tuant, parce que la colonisation a tué beaucoup, mais aussi en détruisant. Il y avait dans Alger, en 1830, 147 mosquées. En 1962, il n'en restait qu'une trentaine. Vous voyez, cela veut dire qu'il y avait... Est-ce que c'est presque une épuration? Il y avait une volonté d'enlever ce qui faisait la personnalité de l'Algérien. Vous voyez? Et ça, c'est... donc le colonialisme, il ne faut pas s'arrêter simplement. Bien sûr, les personnes, à travers donc toutes les insurrections, il y a eu des millions de morts, mais aussi dans l'architecture, on a cassé, disons, tout ce qui pouvait nous rapprocher de nos anciennes coutumes. Très bien, monsieur Khalifa. Est-ce que finalement, vous venez de le dire, nous sommes en novembre, on vient juste de fêter le déclenchement de cette indépendance qui a été un cas d'école pour l'ensemble des populations africaines, pour l'ensemble des populations du tiers-monde. Vous avez aussi rappelé cette résistance, et vous le rappelez dans votre livre, cette résistance qu'il y a eu au sein des mosquées et même les moudjahidines, et même ont porté cette résistance par la foi aussi. Il y a eu tout un tissu social finalement que le colonialisme n'a pas réussi à détruire, qui a réussi à maintenir notre identité et à construire l'État algérien indépendant qu'on est aujourd'hui. Ma question, et si le temps nous le permet, je la pose à tous mes invités depuis le début de ce préface. Si vous deviez déconstruire, vous aujourd'hui en tant qu'historien, si vous devez déconstruire un seul fait concernant l'impact ou concernant l'impact du colonialisme ou l'impact du temps sur le patrimoine musulman algérien, lequel ce serait? Quel est selon vous le plus grand tort qui a été fait au patrimoine musulman algérien? Oh là là, c'est difficile. Il y a beaucoup de monuments qui, par exemple, je vais vous citer le cas de la Médersa Tachfiniya, qui était un bijou d'architecture, qui a été démoli en 1875, et heureusement qu'il y a eu un architecte qui s'appelait Dutoit qui a fait des dessins de cette Médersa Tachfiniya, qui était un bijou en matière de zellij, en matière d'architecture, et cela montre quelque part que nous avons résisté. Et heureusement, par exemple, vous avez le mihrab de la mosquée de Sidi Bel Hassan à Tlemcen, que l'on considère comme étant le plus beau mihrab du monde musulman, qui montre l'art musulman dans toute sa splendeur. Et d'ailleurs, à l'époque, donc dans les années 70, à l'époque de Ahmed Talib al-Ibrahimi, que Dieu ait son âme, puisqu'il vient de mourir, on avait fait une copie de ce mihrab pour le donner à une exposition islamique à Lahore. Vous voyez, cela veut dire que nous avons eu des édifices qui étaient extraordinaires et qui ont été démolis par l'heure. Et il y a un autre aspect qui est plus spirituel encore, c'est que quand les Français sont venus ici, ils se demandaient pourquoi les Algériens envoyaient de l'argent
en Palestine pour, disons, les Maghrébins de Jérusalem. Parce que il y avait des donations pieuses, des habous, qui étaient faits ici. Et évidemment, les Français ont dit, pourquoi cet argent ne rentre pas dans les caisses de la colonisation? Pourquoi il va en Palestine? Donc vous voyez, c'est tout un démembrement qui a voulu se faire contre cette constitution de l'islam. Une dernière question à la lumière de ce que, et brièvement s'il vous plaît, à la lumière de ce que vous venez de me dire, est-ce que je peux dire aujourd'hui finalement que l'Algérie d'hier et l'Algérie d'aujourd'hui est au cœur du monde musulman et a un rôle central au cœur du monde musulman, comme elle a ce rôle géopolitique, ce rôle politique et ce rôle historique? Ben bien sûr, parce que vous savez, nous sommes quand même le seul pays à avoir eu notre indépendance par les armes. Vous voyez, et les 22 qui se sont réunis ici à Al-Mouradia, qui ont amené l'indépendance de l'Algérie, on ne pourra jamais leur rendre hommage parce qu'ils ont fait quelque chose qui est unique dans l'histoire du XXe siècle. Même la révolution vietnamienne n'avait pas atteint le degré de résistance, puisque la résistance algérienne a été la seule à porter le combat dans le territoire du colon. Monsieur Khalifa Abdelrahman Khalifa, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Sanctuaire et Mosquée d'Alger. C'est sur ces paroles sages que je vous dis merci. Merci de nous avoir appris tant sur notre patrimoine. C'est une obligation. Merci, Monsieur Khalifa. Je rappelle que vous êtes aux éditions ANEP. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.